Pendant toute l'année 2022, d'avoir suivi chaque semaine nos productions et merci de nous retrouver encore au début de cette année 2023. Nous sommes le 4 janvier 2023, c'est le premier numéro de votre magazine de prédilection Liberté d'opinion que vous allez suivre qui va se pencher sur le thème les acquis du 4 janvier 1959. Donc nous allons avec notre invité sur ce plateau qui a la chance d'être le premier invité des libertés d'opinion. Il s'agit de M. Mathieu Takizala qui se trouve être un analyste économique. Avec lui, nous allons essayer d'échanger autour de ce thème. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour et bonne année. En tout cas, merveille, Papa Alidor. Donc, le plaisir est partagé. Vous savez, c'est une responsabilité que vous nous donnez au début de l'année pour que 63 ans après, nous puissions analyser les acquis de nos pères fondateurs de la République démocratique du Congo qui ont osé à chercher la liberté salariale, la liberté sociale, la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre. Ok, d'accord. On y arrive. On fait un bref aperçu historique. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 janvier 1959? Eh bien, les militants du parti de la BACO, l'association des Bakongo, manifester le désir, bien entendu, de s'exprimer sur la voie publique pour dénoncer le traitement dégradant qui était infligé aux Noirs, aux Congolais de l'époque. Nous sommes à Léopoldville, actuelle Kinshasa, et les autorités coloniales n'en voulaient pas. Et il s'en est suivi, bien entendu, des émeutes qui ont été réprimées dans le sang par le colonisateur, les autorités coloniales de l'époque. Le bilan fait état de 49 morts. C'est un bilan vraiment qui n'a jamais été exhaustif, faute d'éléments pour le dire ainsi, mais d'après certains analystes, le bilan aurait été plus lourd que celui-là. Et donc avec cette répression dans le sang des Congolais, c'est déjà un tournant décisif qui annonce l'indépendance que le Congo obtiendra le 30 juin 1960. Alors, 63 ans après, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quels sont les acquis de la lutte des pères de l'indépendance. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Mathieu Takizala, est-ce que nous pouvons rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs? Quand on regarde ce qui s'est passé le 4 janvier 1959 et le 30 juin 1960 avec l'obtention de l'indépendance par la RDC, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que les rapports de force ont changé entre donc, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique? Bon, ça dépend de secteur. Dans le secteur de décision en République démocratique du Congo, où des assignés des responsabilités ont changé parce que ce sont des Congolais qui sont aujourd'hui à la tête de la plupart des institutions congolaises. Qui décident du destin de leur pays. Et qui, voilà. Tout à fait. Et puis, dans l'aspect social et économique, les rapports de force n'ont pas changé parce que c'est là où vraiment on pêche beaucoup en République démocratique du Congo. On va y arriver. Alors, que pensez-vous de ce mea culpa du roi de Belge qui est passé à Kinshasa en 2022, qui a présenté les excuses du Royaume de Belgique au peuple congolais pour tout ce qu'il y a eu comme brimade, comme sévice pendant l'époque coloniale? L'actuel monarque belge n'a pas connu toutes ces atrocités parce qu'il vit son âge, il vit là où il est né, il n'est pas dans la génération coloniale, il est dans la génération où nous sommes. Oui. Je pense que le monde aussi s'est migré. Automatiquement, l'opposition que la Belgique avait dans le monde d'hier en 1950 ou en 1960, ce ne sont pas l'opposition que la Belgique en a aujourd'hui dans ce monde contemporain avec la mondialisation, avec des variants. Je crois que la Belgique aujourd'hui ne pèse pas plus que la Chine ou l'Inde.
économiquement parlant, je crois qu'aujourd'hui, il avait raison de comprendre qu'il doit continuer à faire la route ensemble avec la nation qu'il a colonisée et que ses aînés ont colonisée. Je crois qu'en tant qu'un progressiste, je le prends comme un progressiste, et vous savez, dans la vie, les erreurs, les gens peuvent connaître, mais il suffit de comprendre qu'on a commis des erreurs. C'est ça. Alors, je me rappelle une phrase que le monarque belge a dite lors de son passage à Kinshasa. Eh bien, il a promis, s'agissant de la situation sécuritaire à l'est du pays, que la Belgique, désormais, allait être aux côtés de la République démocratique du Congo et que tout celui qui tenterait de déstabiliser la RDC trouverait la Belgique sur son chemin. Mais hélas, malheureusement, aujourd'hui, on constate que l'insécurité continue à l'est de la RDC avec le M23 soutenu par le Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette promesse? La Belgique est une plaque tournante européenne. Et aujourd'hui, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui est en train d'aider les Ukrainiens, le chef de l'OTAN est en Belgique. Et si la Belgique veut comprendre qu'il faut continuer à aider cette nation qu'il a colonisée, je crois que le Parlement européen aussi, la plupart des bureaux de décision de l'Union européenne est au niveau de la Belgique. Oui. Et les monarques, malheureusement, les Congolais, l'ANDA, doivent comprendre qu'en Belgique, c'est une fédération. Et il faut savoir qu'il y a des départements de prise de décision en Belgique où le roi n'a pas ces derniers mots. Par exemple, la partie économique. La partie économique n'est pas gérée par la monarchie. Ils ont un gouvernement fédéral, ils ont des assemblées provinciales, comme ici. Il y a la plupart des décisions ne reviennent pas au monarque. Je crois que le monarque, c'est plus la partie diplomatique, tout ça, ainsi de suite. Et dans ces axes diplomatiques, je pense qu'ils peuvent aussi faire des arbitrages au niveau de l'OTAN et au niveau de l'Union européenne. Mais le problème de l'insécurité de la démocratie du Congo, nous-mêmes les Congolais, nous devons quand même prendre conscience et de s'organiser intérieurement. C'est vrai, on va avoir des alliés, parce qu'un conflit de niveau que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans la démocratie du Congo, près de 3 décennies, on ne va pas s'en sortir seul. Je crois qu'il y aura un moment en bilatéral, il faut travailler avec des États majeurs qui ont des lobbies, comme la Belgique aussi a un lobby au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Voilà, donc je crois que c'est à Kinshasa et la diplomatie congolaise. Mais la diplomatie, dans tout le pays du monde, elle prend beaucoup la maturité si vous avez aussi un socle économique. Je crois qu'il faut qu'au niveau de la démocratie du Congo, nous devons chercher de plus en plus de construire socle économique pour que la plupart des États de nation trouvent leurs intérêts et qu'ils puissent nous accompagner par les éclairages diplomatiques. En fait. Tout à fait. Alors, revenons maintenant à l'essentiel de notre échange de ce jour. Les acquis, bien entendu, de la lutte des pères de l'indépendance qui l'ont commencé le 4 janvier 1959 sur le plan politique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des acquis qu'on peut évoquer? Oui, il y a des points où d'abord de se retrouver dirigé par des Congolais, c'est déjà un acquis. Comme vous l'avez dit. Se retrouver là où nous sommes au niveau de Kalina, ce n'était pas accès à nos aînés. Oui. Mais nous aujourd'hui. Oui, Kalina, c'est ici à la Gombe où nous sommes ici. C'est l'espace Gombe. Oui. Ça veut dire que c'était habité essentiellement par les Blancs. C'était toujours les Blancs, l'administration coloniale, et qui était ici, et les entrepreneurs, voilà, c'était plus les évolués, on l'appelait à l'époque. Ok, l'autochtone, on l'appelait indigène. Un indigène. Qui restait à la cité là-bas. Il y avait des cités indigènes, il y avait des cités d'évolués. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de cités indigènes, il n'y a plus de cités d'évolués. Donc tout Congolais. Il y a eu émancipation. Voilà, de ce côté, il y a des gens, liberté de mouvement, parce qu'à l'époque, dans le territoire, liberté de mouvement n'était pas vraiment actionnée comme il faut. Et force publique de l'époque, la plupart des officiers, c'était plus de Belges. Mais aujourd'hui, la police nationale congolaise, l'armée congolaise, ce sont des Congolais qui assument des responsabilités. Donc il y a des points. Mais dans certains secteurs, ce que moi je déplore beaucoup, par exemple en matière de l'éducation nationale, vous voyez que la plupart des universités où la jeune génération part aujourd'hui, ce sont des universités qui ont été construites dans les années antérieures. Donc on n'a pas construit les autres universités dans le système éducationnel congolais.
Et les cités industrielles que le colon a laissées, ce sont les mêmes cités industrielles que nous continuons et la plupart sont vidées aujourd'hui, telles qu'elles Limité industrielle et Limité Kingaboa. Donc voilà. Et puis les offices d'HLM, Bandalungwa, Matete, Kitambo, Lemba, vous voyez que ça c'est vide. Donc on n'a pas bâti des choses égales à ce que l'administration coloniale avait laissé. Donc, les universités, parce que vous en avez... donc tout à l'heure, on faisait une sorte de diagnostic du système éducatif congolais. On disait que l'État n'a pas construit beaucoup d'universités ou n'en a pas construit après le départ du colonisateur. Oui, l'État n'a pas construit parce que les universités que nous avons aujourd'hui ont été construites par la gestion coloniale, la plupart. Et comme l'université de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, et ainsi de suite. Mais après 1959, il n'y a pas les universités que le système que nous avons remplacé, nous assumons, on n'a pas construit les universités au moment où la démographie congolaise de 1959 ou 60 n'était pas cette démographie que nous avons aujourd'hui. Et vous sentez que dans ce terrain-là, on ne peut pas dire qu'on a eu les acquis. Peut-être on a eu les acquis par rapport au nombre de gens qui avaient les diplômes supérieurs en 1959 à Mokati du Congo était faible par rapport à aujourd'hui. On a beaucoup plus de diplômés des instituts supérieurs 63 ans après en Mokati du Congo. Mais cela devait transformer la société. C'est ça aussi le vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on a plusieurs diplômés dans la société congolaise, mais quand vous regardez dans la vie dans la société congolaise, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça un peu le cas d'école congolaise. Plus de docteurs, plus de licenciés, plus de gens qui ont le master dans toutes les disciplines de la science. Mais la société congolaise, il y a encore beaucoup de points où nous n'arrivons pas à avancer. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut maintenant aborder le chapitre consacré aux acquis de cette lutte du 4 janvier 1959 sur le plan économique, parce que vous-même vous êtes un analyste économique, sûrement que vous aurez beaucoup de choses à partager avec les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Sur le plan économique, ça veut dire que l'économie, c'est quoi d'abord? La transformation, la valeur sociale, la valeur économique et la valeur innovatrice et la valeur fiscale. Quand vous regardez aujourd'hui en Mokati du Congo, on n'a pas créé plus d'emplois en commençant de 59 jusqu'à aujourd'hui. On a plus de chômeurs dans le territoire. Et quand vous regardez aussi le PCR des entreprises qui étaient dans le territoire en 1960 ou en 1965, aujourd'hui on a de plus en plus, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le territoire. Ça veut dire que l'économie de la contrebande gagne l'espace. Ça veut dire que dans le terrain économique, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas vraiment évolué. Et tout semble s'être empiré en 1982 avec le marasme économique que le pays a connu. Et plus tard, autour des années 92, oui, ça commence déjà. Ça commence déjà. Le pays. Ça commence en 74, zarisation. La zarisation, une décision qui était qu'il fallait privatiser, nationaliser les entreprises, la plupart des entreprises qui étaient du côté privé. Oui. On a donné, récupéré ce patrimoine qui, la plupart, c'était des Grecs à l'époque, les Hongrois, et ainsi de suite, les Portugais, qui étaient ici en Mokati du Congo, dans le PCR privé. Et ces entreprises, on l'a récupéré, et la plupart des acquéreurs on avait donné les entreprises à l'époque, et 3/4 n'étaient pas des chefs d'entreprise et ni entrepreneurs. Et cela a fait sombrer les tissus économiques de la République démocratique du Congo. Et après, c'est toutes ces années de conflits sociaux, de conflits, beaucoup viennent plus du côté de la politique. On a connu les années 90, comprenez mon émotion, les années de pillage, ainsi de suite. Et les réformes, les agissements structurels de l'époque, il y a eu des coupes budgétaires dans des secteurs où on ne pouvait plus financer l'activité économique en République démocratique du Congo. Donc, il y a eu beaucoup de décisions qu'on a prises après 1959 qui a fait que l'économie congolaise se frustre. Est-ce que cela a eu aussi une certaine incidence sur l'industrie automobile en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez le démontrer un peu? Oui, parce que dans les années 70, les véhicules
on achetait le véhicule en République démocratique du Congo chez un professionnel. Le volume qui passait en dehors des professionnels était faible. Et quand vous parlez des professionnels, ça veut dire quoi? Les entreprises qui vendaient, qui réparaient. Donc le professionnel sectoriel. Donc on avait des concessionnaires, on avait des... Là, on est dans l'industrie de l'automobile. Oui, dans le secteur, le métier de l'automobile. Le métier de l'automobile, à l'époque, on avait ce qui transformait dans le pays. Entre guillemets, aujourd'hui, 3/4 de pneumatiques qui se vendent dans le territoire, ce sont des pneus usés, venus dans les restes du coin du monde. Or, utilisé là-bas et déversé sur le marché congolais. Déversé dans le marché congolais. Ce qu'on appelle l'occasion d'Europe. L'occasion d'Europe où on vend. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que ça ne fait pas partie du rendez-vous du donner et du recevoir? Non, mais parce que le pouvoir d'achat a baissé en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous allez voir que 3/4 de nos concitoyens ne travaillent pas avec un travail solvable. Ils sont dans le débrouillardisme. Et pour se rechercher, ils pensent qu'en achetant les pneumatiques usés, ils gagnent du temps. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences en matière sécuritaire, il y a des conséquences sur la surconsommation de la plupart de ces véhicules. Et surtout, aujourd'hui, nous avons des variants dans ce secteur de l'industrie pétrolière. Mais comme la connaissance, là vous achetez, on n'éduque pas, il n'y a pas la pédagogie, et 3/4 des consommateurs congolais s'appauvrit en achetant ce genre de pneumatiques usés. Et on avait goût dur, vous savez, sur la partie Kingabo industrielle, où on fabriquait le pneumatique en République démocratique du Congo. Vous avez parlé ici de la Belgique. La première matière qui a sorti dans ce pays, c'était le latex. Et à l'époque, c'était le boom de l'industrie automobile en Europe. Et les latex congolais, nous avons des latex ici, en Équateur, ainsi de suite. Et c'est la latex, le caoutchouc qui ont permis que l'industrie automobile prend l'essor en Belgique ou on a le reste du monde. Mais malheureusement, 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo et le 4 janvier de ces martyrs, bizarrement, le pays qui a les veillants et latex, nous commençons à acheter des pneus usés. On avait par exemple dans cette industrie le marché liberté actuel, General Motors. Parce que le tissu économique était quand même rose. N'oubliez pas que dans ces années-là, on appelait Kinshasa Poto Moïndou. On ne l'appelait pas Poto Moïndou uniquement par des immeubles, mais il y a des Brazzavillois qui venaient travailler à Kinshasa, il y a des Sénégalais qui venaient travailler à Kinshasa, ainsi de suite. Donc, vous savez que Kinshasa était un Eldorado salarial. Et il y avait des entreprises, et il y avait la transformation. Et aujourd'hui, malheureusement, 63 ans après, toutes ces entreprises qui transformaient au niveau local n'existent plus. Monsieur Taguizala, comment expliquez-vous ce contraste? J'ai visité quelques pays de l'Afrique du Nord, notamment la Tunisie, le Maroc, mais je parle principalement de la Tunisie, qui exporte des pneus vers l'Europe occidentale, au-delà de la Méditerranée, et même de l'huile végétale. J'ai vu même des pièces de rechange automobile qui est fabriqué en Tunisie, mais exporté en Europe occidentale, au-delà de la Méditerranée. Alors pourquoi nous, les Congolais, nous n'arrivons pas à cela? Alors que nous avons tout, nous avons la forêt, nous l'avons dit, le caoutchouc et consort. Or, ces pays-là, la Tunisie, le Maroc, ce sont des pays presque désertiques, mais qui prospèrent grâce au tourisme et l'industrie automobile qui est très prospère aussi. Et pourtant, on était en avance. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Congolais? Mais ce qui empêche, ça veut dire, moi, je suis dans ce secteur-là. Je suis directeur général des SAC spécial autogarage, une entreprise congolaise, et qui est dans ce secteur, la distribution de pièces de rechange et la distribution de roulants et la maintenance des véhicules en République démocratique du Congo. Le problème est que les acteurs sectoriels que nous sommes, ne sont pas responsabilisés du point de vue contractuel, même dans des politiques publiques. Ça veut dire que l'État, leurs commandes ne passent pas à travers les structures telles que les SAG. Ça veut dire que 3/4 de la consommation automobilière de la République démocratique du Congo, nous les versons du côté de l'informel. Et cela fragilise ces secteurs. Aujourd'hui, à la PIB marocaine, le premier secteur qui crée de la valeur au niveau de l'économie marocaine, c'est l'industrie de l'automobile. Le Maroc aujourd'hui, nous nous plaignons de la crise, mais la crise a permis aux Marocains de vendre dans les 70 pays au monde. C'est-à-dire que les véhicules qui sont montés au niveau de la République marocaine, elle est vendue dans 70 pays au monde. Ça veut dire que ça crée de la valeur au niveau de la République marocaine. Donc le premier secteur de l'économie marocaine. Ok, nous,
on était en avance, mais malheureusement, 63 ans après, nous reculons. Pourquoi? Les choix, cette industrie, même dans la proclamation gouvernementale, la plupart des gouvernements qui ont succédé au niveau de la démocratie du Congo n'ont jamais compris ce secteur. Vous comprenez? L'industrie et le commerce. C'est-à-dire que ce secteur-là, c'est le secteur stratégique. Et on a, quand vous sillonnez dans toutes les grandes villes congolaises, on accepte l'informel au lieu d'accepter le formel. C'est ça le contraste. L'achat de véhicules appauvrit même celui qui achète et appauvrit le système. Aujourd'hui, la vente des véhicules est devenue à la portée de tout le monde. Mais oui, mais ça peut pas. Comme s'il n'y a même pas une réglementation. Ça peut pas être à la portée. Pour faire l'expertise des véhicules qui entrent, connaître leur état, la durée de vie, les risques que ça présente ou pas. Oui, ça peut pas être. C'est tout le monde qui est vendeur de véhicules aujourd'hui. Ça peut pas être à la portée de tout le monde. Ça doit être par des initiés. Le professionnel sectoriel. Ça veut dire que les concessionnaires, les garagistes professionnels. Un véhicule, on ne peut pas acheter comme nous achetons aujourd'hui. Vous savez pourquoi les Blancs ont inventé contrôle technique? Ont inventé contrôle technique et à chaque fois la copropriété de véhicule, si ça change du côté des particuliers en particulier, normalement celui qui vend le véhicule doit retourner encore chez le professionnel contrôleur, que nous sommes, SAG spécial autogarage, pour comprendre un peu les problématiques économiques et techniques et environnementales du véhicule, pour que le prochain occupant puisse pas être le perdant. Il doit être déjà un homme averti et en embauche 12. Mais bizarrement, à la démocratie du Congo, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ce secteur est en train maintenant aujourd'hui, personne ne le considère. Un pays, normalement, la législation congolaise, le véhicule qui devait circuler en démocratie du Congo devait être du volant type française. Mais regarde, aujourd'hui, les véhicules qui circulent en République démocratique du Congo, c'est ce que vous voulez dire. Volant gauche. Oui. Mais le volant anglais est devenu majoritaire. Le volant droit. Et c'est ça, ça prouve que est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Mais du point de vue sécuritaire, ça coûte moins cher. Mais la loi, vous allez... Le code de la route. Mais le code de la route, cette chapelet, cette constitution de métier de la route, normalement, nous devons le respecter. Quand vous allez en France, vous allez pas voir le volume des véhicules qui circulent dans le volant type anglaise. Quand vous allez en Angleterre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qui vient dans les raisons touristiques, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça devient une règle. Or, logiquement, c'est là où je rends hommage à des présidents comme Nana Akufo, le président comme le président nigérien, l'ancien président Olusegun Obasanjo, qui ont compris que cette industrie, c'est une industrie au roi, le Maroc, le roi actuel, et les deux présidents de Tunisie et de l'Algérie ont compris qu'on ne peut pas. Vous savez, rien que le pièce de réchange. L'année, cher leader, ce que nous dépensons et que nous versons dans les autres économies, près de 3 milliards de dollars américains, où nous achetons les dérivés de l'automobile pour mettre dans la consommation congolaise. Mais pourquoi on ne fait pas l'inverse, c'est que les 1 milliard et quelques soient produits en République démocratique du Congo? Cela va créer de la valeur, et surtout que nous sommes en régime de chômage de masse. Mais bizarrement, les entreprises qui sont dans ce secteur souffrent. Vous voyez par exemple les commandes publiques du côté de l'État. On passe par quelles entreprises? Prenons Transco. Nous, SAG, nous sommes là. Ça devait être quelque chose qui pouvait permettre à des entreprises comme SAG de créer de la valeur. Aujourd'hui, chez SAG, nous avons 13 concepts autour de l'automobile. 13 projets économiques. Même de la fabrication de pièces de dérivés en République démocratique du Congo. Tout ça pour permettre que cette ingénierie, nous puissions avoir dans l'écosystème de ce secteur. Donc, vous considérez, vous, du secteur privé, que vous êtes un tout petit peu marginalisé, mais oui, et que vous faites un plaidoyer pour que le gouvernement vous donne la possibilité d'émerger. L'une des secteurs qui peut permettre à la République démocratique du Congo de revenir dans le concert économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce secteur-là qui permet à l'économie marocaine de devenir une économie respectueuse au monde. Oui. Et le vrai problème aussi de l'industrie qui recule la République démocratique du Congo 63 ans après, c'est l'énergie. Aujourd'hui, 63 ans après, le source de l'énergie de la République démocratique du Congo reste uniquement l'énergie marine.
avec le barrage hydroélectrique. Mais aujourd'hui, les alternatives sont arrivées. Les énergies propres, par exemple l'éolien, le photovoltaïque, qui n'est pas développé à République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 3/4 des industriels, ceux qui pouvaient produire à République démocratique du Congo, l'énergie coûte cher parce qu'avec le phénomène de délaissage, où vous êtes transformateur, tous les 30 minutes, le courant va se couper, vous êtes obligé de passer... Et il faut payer l'argent aux agents de la SNEL pour vous comprenez? remettre les disjoncteurs ou le courant. Dans les années intérieures, l'énergie était là. C'est pour cela qu'on transformait. Dans chaque secteur, il y avait des sociétés qui faisaient la transformation locale et que ça créait de la valeur. Donc c'était ingénierie. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, l'industrie de l'automobile, 63 ans après, elle recule. Il n'y a pas de garde-fou. L'État regarde uniquement les royalties douanières. Mais l'État doit réformer dans ce secteur. Monsieur Takizala, est-ce que là, vous n'exprimez pas un complexe d'infériorité par rapport aux expatriés qui sont en RDC, notamment à Kinshasa, et qui eux, prospèrent dans l'industrie, l'automobile, notamment dans la vente des pièces de rechange. On voit les Ouest-Africains qui montent. Pourquoi vous reculez? Pourquoi eux, ils avancent plus que vous? Parce que vous payez les mêmes taxes, vous évoluez dans un même contexte, oui, avec ces défis. Donc, à la fois nombreux et complexes. Cher Lidor, vous savez, cette question est tellement, même les aînés qu'on célébrait aujourd'hui, s'ils étaient là, ils devaient être contents parce que c'est une question qui est tellement profonde. Nos pères de l'indépendance. Nos pères de l'indépendance. Vous savez, le problème, c'est quoi? Nous avons une économie communautaire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Elle est extrêmement communautaire. Ça veut dire qu'il y a 4 communautés. Et si vous prenez même le caméra de cette émission, vous observez ces communautés, ils ne cohabitent pas avec les communautés locales. Ça veut dire qu'ils achètent chez leurs frères, mais ironie de l'histoire, les Congolais achètent chez eux. Expliquez clairement ça. Ça veut dire qu'il y a 4 communautés, vous avez cité un ici, et ils sont en situation de monopole. Ce n'est pas une diffamation, nous parlons de la communauté ouest-africaine. Ils sont en situation de monopole, et qu'est-ce qui se passe? Et ils achètent dans leur tour. À leur tour, ils ne sortent pas dans leur bloc communautaire. Ça veut dire que lorsqu'il est avec des véhicules, s'il veut acheter le pneumatique, automatiquement, il cherche toujours son frère de nationalité qui vend le pneumatique. Encore, moi je vis en France. Je ne peux pas consommer uniquement parce que je suis congolais, je dois chercher mon frère congolais. Un autre élément, l'absence de banque pour nous les entrepreneurs du côté congolais. Le financement est absent. Et vous allez voir que cette économie communautaire a créé aussi leurs interfaces financières. Ils ont leur banque. Ils ont leur banque de dépôt. Ça veut dire que lorsque l'entrepreneur congolais va aller chercher par exemple les liquidités, vous savez quels sont les mots qui sortent. Nous devons réformer l'industrie financière congolaise. Un autre élément, le carnet de commandes qui sont dans des entités publiques de la République démocratique du Congo ne tombent pas chez nous. Et 3/4 des entités publiques passent leur temps à minimiser l'acteur local, disant vous n'êtes pas sérieux, ainsi de suite. Ça, c'est déjà un vrai problème. Or, quand une société se popularise, c'est pour ça qu'on a dit la commande publique. Cette commande publique aussi doit élire domicile aux entreprises d'origine et des capitaux congolaises, pour que ces entreprises puissent avoir. Un autre élément, c'est la concurrence déloyale. Ça veut dire que le taux de l'informel du côté du marché congolais dans cette industrie, elle est supérieure. Ça veut dire qu'on n'essaye pas de décourager l'informel, d'encourager la formalité. C'est ça que vous voyez que automatiquement, vous sentez comme si nous n'arrivons pas à avancer. Et ils ont d'abord, l'économie est contrôlée de plus en plus avec ces communautés. Vous allez voir qu'il a la facilité. Nous faisons toutes démarches comme des entrepreneurs en écrivant. Et c'est là où l'État doit peser. L'État doit commencer maintenant à regarder. Il doit ouvrir l'œil. Que ce n'est pas normal que nous sommes dans un même système économique, mais on se retrouve que les entreprises, au lieu de commercer aussi avec ceux qui sont du côté congolais, mais ils préfèrent que l'argent circule uniquement dans leur réseau communautaire. Et c'est pour ça que vous voyez que les entrepreneurs d'origine congolaise peinent. Et 3/4 de ces entreprises que nous fondons, moi par exemple, SAG, Spécial Autogarage, avec 13 projets
autour de l'industrie de l'automobile, mais nous n'avons même pas un contrat structurel ni avec les institutions, les sociétés du bord étatique, qu'on appelle des portefeuilles, ni avec les administrations, ni avec même les autres entités là, que vous estimez qu'ils avancent. Non, normalement, nous devons réguler le système. Mais vous dépendez de quel ministère, vous autres, de l'automobile? C'est l'industrie? Oui, l'industrie, le commerce, l'économie. Ouais. Donc c'est un secteur transversal. Y compris même les ministères de l'Intérieur. Oui. Parce que c'est lui qui régule la sécurité routière. Donc, en République démocratique du Congo, vous voyez que ces ministères-là doivent faire de sorte que même le ministère des Finances, qui est le petite moyenne entreprise, qu'on appelle l'entrepreneuriat, actuellement en République démocratique du Congo, il faut maintenant qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes là, on ne peut pas continuer toujours à être déficitaire du point de vue du marché local. Il faut qu'on régule qui va être fournisseur, qui va être détaillant, parce que là, c'est confuse. C'est-à-dire que l'acteur local est fragilisé. Il faut qu'on essaie aussi de l'accompagner, de le comprendre, de lui donner une carnet de commandes et le moyen de financement. Monsieur Mathieu Taxala, merci pour tous ces éléments que vous mettez à la disposition du public, mais en fait, vous confessez un Congo pessimisme dans le sens où vous estimez que 63 ans après, en tout cas, les acquis de la date du 4 janvier 1959 ne se font pas vraiment sentir sur le plan économique. Mais alors, pour revenir à l'industrie, vous ne pensez pas quand même qu'il y a une avancée significative qu'il faut saluer, c'est que la RDC met en place un mécanisme qui permet de produire localement, comment on a appelé ça, des batteries électriques pour les véhicules. Il est dans mon secteur. Oui, le contrat a été signé déjà avec, je crois, la Tanzanie et aussi les États-Unis d'Amérique récemment en marge du sommet US-Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait aider l'industrie automobile à aller de l'avant, mais aussi les zones économiques spéciales qui ont toujours constitué un projet pour ce pays, mais qui sont en train d'être boostées pour permettre, bien entendu, à toutes nos provinces de connaître un développement de la même manière, au lieu qu'on ait des provinces qui sont suffisamment riches et d'autres suffisamment pauvres? Vous savez, le problème de la transformation qu'on appelle l'industrie, normalement, les acteurs, on doit les associer. Le vrai problème, c'est celle-là. Il faut créer un écosystème. Quand vous allez au Maroc, vous allez voir qu'il y a des entreprises marocaines et qui sont dans la fabrication de pneumatiques, la fabrication de câblage, la fabrication, ainsi de suite. Et ce sont ces entreprises-là qui louent des partenariats avec les autres entreprises à l'international pour qu'ils puissent travailler. Mais malheureusement, quand vous parlez dans ce programme, moi je suis dans cette ingénierie, et cette société, la société congolaise qu'on appelle ça, qui est parmi les sociétés compétiteurs par rapport aux autres qui sont ici. Mais pourquoi nous ne sommes pas associés? Parce qu'on comprend bien cette ingénierie. Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous chercher chez vous ou bien vous allez... Nous sommes là. L'État, c'est quoi? L'État, il faut examiner les projets qui sont autour des entreprises et sectoriellement. Il faut travailler avec des entreprises. Ça ne tomberait pas comme la manne. C'est-à-dire que nous restons pas... Peut-être vous attendez que le ministre du Commerce vienne vous chercher chez vous pour vous donner un marché, ou je ne sais pas, ou le ministre de l'Industrie. Mais est-ce que vous avez rédigé des projets et déposé oui, je vous dis que c'est pas auprès des institutions compétentes du pays? Ce n'est pas pour rien que nous disons que nous avons 13 projets économiques dans l'industrie automobile. Ça veut dire que, cher Jean-Luc Boussa, j'ai écrit à plusieurs fois. Cher il n'a jamais répondu. Vous savez, les administrations, ils doivent faire aussi leur travail. Parce qu'il faut l'industrie. Hein. Nous allons chercher les deux ministres pour faire quand même le ministre Julien Paluku, j'ai écrit à plusieurs fois. Une fois, je me suis même déplacé jusqu'à arriver dans le cabinet sur la place Tembena Tembe. Et malheureusement, on ne s'est même pas rencontré. On a écrit. C'est le ministre qui communique bien, très accessible. Mais oui, mais il faut que du côté congolais, ces ministres sectoriels puissent vous brandir aussi les boîtes qui sont dans l'écosystème. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons des ateliers, c'est nous qui comprenons telle pièce, comment il faut le faire, comment il faut jouer, tout ça, ainsi de suite. Oui. Il faut que dans la charpente congolaise, nous puissions aussi brandir les acteurs sectoriels, ceux qui connaissent, ceux qui... On ne peut pas prôner l'industrie et de ne pas promouvoir l'acteur qui est dans le secteur. La transformation, avant de le toucher comme ça, il faut les acteurs sectoriels, ceux qui connaissent ce métier-là.
Oui, le ministre, il fait l'organisateur, tout ça, ainsi de suite. Mais le ministre doit s'associer aussi avec nous, les acteurs sectoriels. Parce que fabrication d'une batterie, une batterie, c'est quoi? C'est un magasin de stockage d'énergie électrique dans le véhicule. Mais ceux qui connaissent ça mieux, c'est qui? C'est nous. C'est nous, le praticien sur le terrain. Ça veut dire que si nous voulons prôner cet modèle de création de batteries, mais automatiquement, dans la chaîne de valeur, nous devons avoir des acteurs qui ont opinion nourrie, en République démocratique du Congo, qui doivent cohabiter avec les autres. Ce n'est pas l'une panachée où on va faire uniquement, on vient, on produit, et pour uniquement 100%, non. Mais pour que cette transfert de technologie puisse élire domicile à la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas que, cher leader, il faut que les sociétés telles que SAG, spécial autogarage, soient aussi associées. D'accord. La régie me fait signe qu'il ne reste que 5 minutes. Mais parce que vous chargez l'État. Je ne charge pas. À tort ou à raison. On essaie, je ne charge pas. À tort ou à raison. Vous savez, le franc parler des industriels ou des entrepreneurs, oui, non, je vous le concède. C'est que nous puissions avancer. Je vous le concède. Ça veut dire que nous devons maintenant, 63 ans après, et qu'il faut que nous puissions... Nous sommes dans l'économie mondialisée. L'économie des chaînes. Et vous estimez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marque congolaise en international? J'y arrive, vous avez raison. Alors, lorsque vous dites que les industries congolaises, les petites et moyennes entreprises ne prospèrent pas, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il est de votre responsabilité de marcher au pas du temps, donc de vous moderniser, d'entrer dans le concept de la mondialisation avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce qu'on voit, vous qui détenez des sociétés de vente, des pièces de rechange, vous vous déplacez pour aller acheter, je ne sais pas, à Kimpoanza ou à Victoire, alors qu'il y a lieu de passer des commandes sur Internet et livraison s'est fait à domicile. Pourquoi vous n'avancez pas, vous ne vous élevez pas au diapason de la révolution numérique qui facilite beaucoup de choses aujourd'hui, même sur le plan économique? Oui, vous savez, les innovations, l'industrie nouvelle du 21e siècle, qui est l'Internet, c'est vrai, les entreprises congolaises ne sont pas adaptées. Parce que chez vous, là, pour acheter une pièce de rechange, il faut se déplacer. Pourquoi vous ne pouvez pas informatiser la vente et même la promotion de vos produits? SAG fait l'exception. Si vous rentrez dans les réseaux sociaux, le média d'aujourd'hui, vous allez voir que SAG est présent. Et aujourd'hui, SAG est parmi les entreprises congolaises dans l'ingénierie et qui est en partenariat avec la plupart des boîtes à l'international. Aujourd'hui, nous avons des fournisseurs japonaises, nous avons des fournisseurs français, nous avons des fournisseurs anglais, nous avons des fournisseurs belges, nous avons des fournisseurs qui vous livrent en ligne, et qui aujourd'hui qui comprend que SAG c'est une nouveauté en République démocratique du Congo. Je vous dis que grâce à la nouvelle technologie, nous voyons même les Africains qui essayent de commander ou de chercher à se procurer le pièce de rechange via l'entreprise congolaise qu'on appelle SAG. C'est ça où la vraie importance d'associer les acteurs sectoriels. Parce qu'il y a des éléments où nous sommes sur le terrain, la plupart des institutions n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est pour ça que j'invite les deux ministres sectoriels, ce que vous avez cité, Jean-Lucien Boussa, le ministre de l'Industrie, le ministre même de l'Économie, s'il va venir, parce qu'il n'y en a pas, c'est Nicolas Kazadi qui assume l'intérim, le ministre du Transport, de visiter les sites des SAG. Et ils vont voir que nous sommes à l'ère du temps et qu'il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons compléter dans cette industrie. Il y a beaucoup de choses qu'on a pondues pour que dans cette industrie, nous soyons pas, le Congo ne soit pas le parent pauvre et que le Congo puisse renaître l'industrie qu'on a connue dans les années 70 en République démocratique. On va terminer en quelques paragraphes seulement. Dites-nous par exemple par rapport au projet de fabrication de batteries électriques pour véhicules, quelle peut être la contribution de votre boîte, de votre... Oui, SAG aujourd'hui a un projet pour la fabrication de pièces d'origine avec la matière première plastique. Vous voyez, la batterie, l'enveloppe, 3/4 c'est le pétrole. On met ainsi de suite à part le composite qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que même la forme, SAG peut y contribuer pour que nous puissions avancer. Fabriquer ça localement. Localement, nous sommes en train de faire. J'ai écrit même à l'FPI pour que nous puissions chercher l'appui et l'accompagnement d'une institution bancaire pour que SAG Industrie puisse avoir le jour, parce que j'estime que c'est du n'importe quoi. Ça fait 63 ans où tout ce qui est
les dérivés de l'automobile, nous importons et nous importons même ce que nous appelons l'inflation importée. Parce que toutes ces pièces que nous achetons viennent dans les autres économies et nous ne créons pas plus de la valeur. C'est pour cela SAG, Spécial Autogarage que je préside, a mis ce projet pour que nous puissions avoir un acteur local qui fabrique les pièces d'origine de plastique en démocratie du Congo. C'est pour cela qu'on dit que ces ministres, avec cette logique, et surtout que nous sommes des ateliers, nous réparons, nous savons que chaque composite, chaque pièce, chaque élément dans le véhicule, ça consiste à comment, et ainsi de suite, et le schéma des véhicules. Donc je crois que nous serons utiles pour accompagner ce genre de projet. Merci. Parce que nous sommes une société de maintenance mécanique en République démocratique. D'accord. Merci à vous, Mathieu Takiza, l'analyste économique, d'avoir été l'invité de cette émission Liberté d'opinion avec vous, parce que l'émission, nous la tournons le 4 janvier 2023. Nous avons fait un aperçu historique de la date du 4 janvier 1959 avec les émeutes donc des Congolais qui réclamaient la liberté et l'indépendance qui ont été réprimés dans le sang. Mais c'était vraiment un tournant décisif qui a conduit à l'indépendance le 30 juin 1960. Nous avons analysé au cours de cette émission les acquis de cette lutte sur le plan politique, économique et social. Mais aussi nous avons parlé, bien entendu, de l'industrie automobile en République démocratique du Congo avec tout ce que cela comporte comme défi à la fois nombreux et complexes à relever avec le soutien de l'État au secteur privé qui était représenté ici par M. Mathieu Takizala. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette première émission de l'année 2023, merci d'être des millions à nous suivre et conservez jalousement les canaux de toutes les télévisions qui vous relayent ce magazine. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Allez.